Chers collègues, bonjour à toutes et à tous. Merci de votre présence. Avant de vous présenter Monsieur le Président de l'Institut de l'entreprise, je souhaiterais souhaiter la bienvenue à notre collègue Marc Séné. Marc, si tu veux bien te lever, mais enfin, je pense que là, on te voit bien. Voilà, qui rejoint notre commission. Marc a succédé à notre collègue du Bas-Rhin, André Reichardt, qui a démissionné à la fin du mois de septembre, je crois que c'est ça. Et donc, Marc nous rejoint et il remplace Éric Dumoulin, qui était la personne qui avait remplacé Sophie Primas lorsqu'elle a été nommée ministre. Sophie Primas ayant choisi de rejoindre la commission des finances. Voilà, donc bienvenue dans cette commission des affaires économiques et je suis convaincue que tu verras que nous y travaillons dans de bonnes conditions, dans le respect des uns et des autres, et que nous avons la chance et l'honneur, et on va t'en faire la démonstration dans quelques instants, d'accueillir des personnes et des personnalités de qualité dans chacune de nos auditions, au-delà bien évidemment des travaux législatifs et des missions d'information que nous avons à conduire. Donc, je vous le disais, nous avons le plaisir d'accueillir ce matin Monsieur Pierre-André de Chalendar, qui est donc le président de l'Institut de l'entreprise. Monsieur le Président, vous êtes connu du grand public en tant que président de Saint-Gobain, où vous avez effectué presque toute votre carrière. Depuis 2021, vous en êtes le président non exécutif, ayant cédé la place à Benoît Bazin, que nous avions d'ailleurs reçu ici même en commission, il y a tout juste 2 ans, pour nous parler de cette belle entreprise, fleuron français et historique de l'industrie française. Mais c'est aujourd'hui à un autre titre que nous vous avons invité, car en plus d'être un grand capitaine d'industrie, vous êtes aussi un infatigable penseur de la place de l'entreprise dans la société. Vous coprésidez d'ailleurs depuis 2017 avec Louis Gallois la Fabrique de l'industrie, plateforme de réflexion consacrée à l'industrie dans toutes ses dimensions, notamment ses interactions avec les territoires et les populations. Vous êtes également président depuis 2023 de l'Institut de l'entreprise. Cette association, fondée en 1975, qui rassemble une centaine de grandes entreprises, se donne pour objectif de valoriser le rôle des entreprises dans la société. À ce titre, vous produisez des recommandations en matière de politique publique et promouvez le dialogue entre le monde de l'entreprise et les acteurs du monde économique, politique et académique. Je vous laisserai naturellement présenter plus en détail l'Institut de l'entreprise, mais j'aimerais également vous interroger sur plusieurs points. Tout d'abord, sur la politique dite d'offre en terminologie économique, consistant à soutenir la capacité de production des entreprises, revenues en grâce depuis une dizaine d'années, mais dont les bienfaits sont aujourd'hui remis en question par plusieurs fractions du spectre politique. Depuis 2012, et plus encore depuis le premier quinquennat du président Macron, de nombreuses mesures ont été prises pour restaurer la compétitivité, qu'il s'agisse de réduire les charges pesant sur les entreprises ou d'alléger le coût du travail et les impôts de production, notamment la fameuse suppression de la CVAE, qui, dans le projet de loi de finances pour 2026, serait finalement avancée à 2028 au lieu de 2030, comme actuellement prévu. Ces mesures ont eu des effets indéniables, mais elles n'ont pas suffi, loin de là, à résorber le déficit extérieur de la France, ni à relancer durablement l'activité industrielle. La commission d'enquête sénatoriale sur les aides publiques aux entreprises, dont le président Olivier Rietmann et le rapporteur Fabien Gay, tous deux membres de notre commission, que je salue, a en outre mis en évidence un défaut de suivi d'une partie de ces aides et posé la question de leur conditionnalité. Patrick Pouyanné, directeur général de Total Énergie et par ailleurs adhérent de l'Institut de l'entreprise, propose même de mettre en place un système de remboursement progressif des aides publiques. Y êtes-vous favorable? Comment trouver le juste équilibre entre le soutien à l'activité économique et l'assainissement des comptes publics?
Au nom d'une politique de compétitivité juste et responsable, le ministre de l'Économie, Roland Lescure, soutient la prolongation de la contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises. Comment lisez-vous cette séquence politique, vous qui insistez si souvent sur la nécessité, pour partager la richesse, de pouvoir d'abord la créer? J'aimerais également vous interroger sur les liens de nos concitoyens avec le monde de l'entreprise. Dans la dernière enquête Fracture française, les Français ont davantage confiance en nos entreprises qu'en nos institutions politiques et syndicales. Le taux de confiance atteint même les 82% en ce qui concerne les PME, comme si, en temps de crise, tous azimuts, les entreprises étaient devenues une valeur refuge pour nos concitoyens. Mais dans le même temps, certains disent que les Français, notamment parmi les plus jeunes, ne veulent plus travailler. On parle de mal-être au travail, d'absentéisme, de pénibilité. Comment décrypter cette apparente contradiction et comment réconcilier les Français et le travail en entreprise? Que préconisez-vous, Monsieur le Président, en somme, pour remettre l'humain et les compétences au cœur de l'entreprise, vous qui appelez notamment à renforcer les liens entre le système de formation et les entreprises pour faire de ces dernières des piliers stratégiques de l'éducation et de l'innovation? Voilà, Monsieur le Président, les premiers sujets que je souhaitais vous soumettre, et mes collègues, bien évidemment, ne manqueront pas de vous interroger après votre intervention liminaire. Je vous cède la parole en vous remerciant encore de nous consacrer le temps de cette audition, et je rappelle que cette audition fait l'objet d'une captation vidéo et d'une diffusion en direct sur le site du Sénat. Monsieur le Président, c'est à vous. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Mesdames et Messieurs les sénateurs, c'est un très grand honneur pour moi d'être ici devant vous. Ça m'est arrivé il y a longtemps, à la fois, je crois, en tant que patron de Saint-Gobain, et je crois que je suis venu aussi avec Louis Gallois il y a quelques années pour parler de l'industrie. Vous m'avez posé énormément de questions. Alors, je ne sais pas si je vais répondre à toutes les questions d'un premier coup, mais si j'en oublie, on aura l'occasion d'y revenir. Peut-être je vais commencer par un très petit mot rapide pour présenter ce que l'Institut de l'entreprise. Vous l'avez fait, mais peut-être en rajouter un peu. Donc, c'est un cercle de réflexion patronale qui a été créé donc, il y a 50 ans, en fait, nos 50 ans cette année, et qui a effectivement comme ambition, qui je crois est une ambition qui est plus importante dans notre pays que dans d'autres, parce que dans beaucoup d'autres pays, c'est un sujet qui, j'allais dire, va plus facilement de soi, rapprocher les Français de l'entreprise. Et quand je regarde l'évolution du débat, des débats politiques et économiques depuis 2 ans, j'ai l'impression que malheureusement, ce sujet redevient encore plus d'actualité. On était parti un peu dans la bonne direction et on s'en éloigne, à mon avis, depuis 2 ans. Donc on a du travail. Alors on a 3 activités dans le cadre de cette mission. La première qui est de réfléchir à, si on veut que les Français aiment l'entreprise, comment elle doit être l'entreprise. Donc toute une réflexion sur l'entreprise et sur la manière pour elle de se développer. C'est ce qui nous fait aussi aborder un certain nombre de sujets de politique publique. Et je reviendrai sur l'un des travaux qu'on a menés récemment. On fait effectivement des baromètres, et vous avez, je ne sais plus si c'est celui que vous avez évoqué, mais c'est le même chiffre que j'ai en tête, c'est celui auquel on a participé du CEVIPOF, et régulier pour voir quelles sont les attentes des Français par rapport à l'entreprise et essayer d'y répondre. Alors, notre vision de l'entreprise est une vision humaniste et progressiste de l'entreprise. Hein, dans les débats qui a pu exister, nous sommes farouchement partisans de ce qu'on a pu appeler, alors le mot français est moins bien que le mot anglais, mais je suis au Sénat, donc je vais quand même utiliser le mot français, le capitalisme des parties prenantes plutôt que le capitalisme friedmanien financier américain. Donc, le but d'un conseil d'administration, pour moi, c'est d'être au carrefour de l'intérêt des différentes parties prenantes. Et je pense que la recherche du profit et le souci des actionnaires en est un, mais n'est pas le seul dans les entreprises. En tout cas, c'est comme ça que j'ai œuvré à la direction de Saint-Gobain pendant longtemps. Deuxième activité, c'est une activité de formation
pour essayer de mélanger des représentants d'entreprises avec des représentants d'autres parties de la société. Et là, on a, depuis une vingtaine d'années, créé une formation un peu calée sur le modèle de l'IHEDN, qu'on appelle l'Institut des hautes études de l'entreprise, et donc qui organise sur une période d'1 an une série de voyages de 3-4 jours, 5 ou 6, et on a une quarantaine de personnes, dont une quinzaine qui sont les hauts potentiels de nos adhérents, et les autres sont des représentants du monde politique. D'ailleurs, on a eu des parlementaires. J'aimerais qu'on en ait de nouveau. Ça fait plusieurs années qu'on n'en a pas eu. On a eu un certain nombre de parlementaires dans le passé, des journalistes, des syndicalistes, des universitaires, des magistrats, des fonctionnaires, des militaires. Et je pense que ça crée, en essayant de choisir j'allais dire, dans chacun de ces milieux, les leaders de demain, et quand ils ne le sont pas déjà. Et je pense que ça contribue. On a formé plus de 1200 alumni, des anciens élèves, qui se réunissent, pas les 1200, mais enfin assez régulièrement. Et je pense que ça participe, ça participe au rapprochement des points de vue, et c'est utile. Et puis la troisième activité qu'on mène et qui me tient très à cœur, c'est une activité qui est plus difficile et de longue haleine, qui consiste à dire que si on veut que les Français comprennent mieux l'économie de marché, comprennent mieux le rôle de l'entreprise, il faut commencer à l'école. Et donc, on a depuis un certain nombre d'années un partenariat. Alors, au début, c'était un partenariat un peu musclé. Maintenant, c'est un partenariat assez bienveillant avec l'Éducation nationale, dans lequel on essaye de fournir de la matière vivante, des exemples aux professeurs pour leurs cours. Et on vise l'enseignement des sciences économiques et sociales au lycée. Donc, on a d'ailleurs participé un peu à la refonte des programmes indirectement il y a quelques années. Et on essaye. Alors, tous nos contenus sont rédigés par des professeurs, mais à partir de matériaux qui viennent de l'entreprise. Voilà, et on fait d'ailleurs régulièrement, tous les ans, une sorte on appelle ça l'université d'été, les entretiens enseignants-entreprises qu'on a fait il y a 15 jours. Où on réunit quelques centaines d'enseignants autour de tables rondes qui mélangent des dirigeants d'entreprise, des économistes et des inspecteurs d'académie, pour essayer que la manière dont l'entreprise et l'économie à l'école soient, j'allais dire, plus proche de la manière dont c'est enseigné dans d'autres pays. Parce qu'on avait quand même une singularité historique française qui existe encore un peu, mais dont il me paraît nécessaire de s'éloigner. Voilà les activités de l'Institut d'entreprise. Rapidement, je pourrais revenir s'il y a des questions. Alors, vous m'avez posé beaucoup de questions. Je vais répondre. Je voudrais vous parler d'un rapport qu'on a fait cet été sur le travail dans le cadre des travaux de ce que le président du MENEF avait lancé, qui s'appelle le Front économique. Mais avant, je voudrais répondre à votre question très vite sur la politique de l'offre. Pour moi, c'était assez simple. C'est tout ce que font les autres pays d'Europe depuis très longtemps. Et nous, on ne l'a pas fait, et on l'a refait un peu, et on le remet en débat. On apprenait le vieux théorème de Schmitt. C'est les profits de demain. Les profits d'aujourd'hui, c'est les investissements de demain et les emplois d'après-demain. C'est assez simple. Pour qu'une économie fonctionne, il faut qu'il y ait des entreprises compétitives. Et donc, c'est ça mon credo. Et effectivement, quand on regarde notamment les débats dans l'autre assemblée parlementaire, on a le sentiment que ce sujet basique, quand on regarde tout ce qui se passe dans tous les autres pays, on est un peu en déni en France. Alors, je voudrais vous parler du sujet du travail, parce qu'il me semble le sujet du travail me semble au cœur de tous ces sujets. Quand on regarde, la première préoccupation des Français aujourd'hui, c'est leur pouvoir d'achat. Et le fait que le pouvoir d'achat évolue, même s'il évolue relativement positivement, il évolue peu, c'est pas lié à une déformation de la valeur ajoutée au détriment des salaires, qui est très stable. Encore comme il y a même une étude récente de l'OFCE qui dit que
qu'elle s'est déformée au profit du salaire, la valeur ajoutée. Donc le sujet n'est pas le partage de la valeur ajoutée, le sujet c'est la création de valeur ajoutée, c'est la création de richesse. Et on est dans un monde dans lequel la productivité a baissé. A arrêté de monter. C'est quand même ça qui provoque de la croissance. Et la productivité, elle a décroché en Europe par rapport aux États-Unis. C'est le constat du rapport Draghi. Et elle a plutôt décroché un petit peu aussi en France au cours des dernières années. Et donc je pense que, évidemment, il faut essayer de relancer cette productivité, mais ce sera difficile en ayant plus d'innovation, mais ce sera difficile, et ce sera difficile parce que tout ça est entravé par un phénomène massif qui est l'explosion de nos dépenses sociales qui prennent l'eau de toutes parts et qui pèsent aujourd'hui énormément sur le travail. Ça ne va pas s'arranger pour des raisons démographiques qui sont évidentes. L'évolution démographique de notre pays depuis 5-6 ans sont impressionnantes. Et on n'en tire absolument pas. On va voir, je parlais de l'école, on va avoir des conséquences qui ont déjà commencé dans le primaire. Ça va être des conséquences absolument massives. Ça a des conséquences évidemment sur le travail. Hein, et donc, comme tout ça ne va pas s'arranger, je crois que malheureusement, on n'a pas le choix et qu'il faut augmenter la quantité de travail dans notre pays. Donc on a à la fois un problème de quantité de travail, on a un problème de coût du travail, puisque ces dépenses sociales, elles pèsent aujourd'hui beaucoup trop sur le travail par rapport aux autres assiettes. Ça pouvait se concevoir c'est tout le système qui vient de 1945. On avait une économie en croissance forte, une démographie qui était favorable, et donc notre système social, il se finançait assez facilement. Aujourd'hui, quand on regarde tous les ratios, c'est plus possible. Et d'ailleurs, on le fait largement à crédit. Le livre de Nicolas Dufour qui est sorti la semaine dernière, ou il y a 15 jours, est impressionnant. Il considère que sur les 3 500 milliards de dettes, il y en a 2 000 qui viennent de l'explosion des dépenses sociales qui ont été faites largement à crédit. Donc on a un énorme problème. Et donc, à mon avis, il faut travailler sur 3 sujets. Donc, comme je l'ai dit, le coût du travail, la quantité de travail, et puis évidemment, il y a un éléphant dans la pièce. Alors, je tombe particulièrement mal aujourd'hui compte tenu de ce qui se passe dans l'autre assemblée, mais je pense que le sujet des retraites est absolument majeur dans notre pays. C'est la moitié des dépenses sociales. Donc, si les dépenses sociales, c'est 32% du PIB, les retraites, c'est à peu près la moitié de ça. Donc, on a un énorme sujet. Je suis désolé, je ne vais pas vous dire des choses qui sont très en phase avec les débats politiques actuels, mais c'est malheureusement ce que je pense. Alors à partir de là, donc de ces 3 axes, on a dans un document donc, que je crois que je vous ai envoyé, Madame la Présidente, mais on a articulé un certain nombre de propositions qui, je pense, ne sont pas des propositions qui sont, compte tenu de ce que je vois aujourd'hui dans notre pays, d'une actualité immédiate, mais je pense qu'elles devront être dans le débat public et faire l'objet que les politiques devront s'en saisir à l'occasion des prochaines échéances. La première de ces propositions, c'est de réduire le poids que font peser les dépenses sociales sur le travail. Et quand on regarde les cotisations sociales, il y en a qui sont contributives. Le chômage, la retraite, c'est normal de les faire peser sur le travail. Et puis vous avez la famille, la santé, qui sont les 2 gros volets, qui n'ont aujourd'hui nécessiteraient une assiette beaucoup plus large que le travail. Et donc, moi, je propose que, et c'est un sujet tabou, pour une raison qui serait compliquée, que vous connaissez sans doute mieux que moi, puisqu'il y a eu des quiproquos politiques il y a une quinzaine d'années, je pense qu'on n'échappera pas à remettre au devant de la scène ce sujet tabou du basculement d'un certain nombre de points de cotisation sociale vers la TVA, qui est un impôt qui est le seul impôt dans lequel la France est nettement en dessous des autres pays européens et qui a en plus des avantages. Vous m'avez parlé du commerce extérieur, c'est un impôt qui a un avantage, c'est que c'est le seul outil dont on dispose de compétitivité fiscale dans une zone monétaire unique. Les Allemands l'ont bien compris il y a quelques années. Nous, on est les seuls à vouloir toujours soutenir la consommation qui se traduit par des importations. Donc ça, c'est la première mesure. La deuxième mesure, alors là, je suis complètement
décalé par rapport au débat politique actuel. Je pense qu'il faut inciter les Français à travailler plus longtemps. On a un énorme problème de taux d'emploi quand on compare, si vous voulez, le taux d'emploi des Français par rapport aux autres pays. Si je prends la moyenne de l'OCDE, on est exactement dans la moyenne, voire un demi-point de mieux pour les 25 à 55 ans. On est assez décalé sur les jeunes, donc on a un problème d'emploi des jeunes, et on a un problème très important sur les 60-64 ans. Ce qui est intéressant, c'est qu'on avait le sujet de l'emploi des seniors, on avait un décalage par rapport aux autres pays entre 55 et 65. Les réformes qu'on a faites, timides, mais qui étaient déjà un premier pas, font qu'aujourd'hui, entre 55 et 60 ans, on a à peu près rejoint le taux d'emploi des pays qui nous entourent. Mais sur 60-64 ans, on a 12 points d'écart par rapport à l'Allemagne. C'est absolument considérable. Donc je pense malheureusement que non seulement il ne faudrait pas suspendre la réforme des retraites, mais je pense que cette réforme de retraite, telle qu'elle a été conçue, elle est insuffisante. Il faut aller au-delà. Il faut aller au-delà. Alors après, je pense qu'il faudrait un âge pivot variable qui pourrait évoluer avec l'espérance de vie. Quand on regarde ce qu'on fait dans d'autres pays, moi je ne suis pas un politique, donc je pense qu'il y a un problème de vendre ça aux Français. C'est pas facile à vendre aux Français. Et le sujet de le mélange entre les trimestres et l'âge, à mon avis, il faut trouver un cocktail avec les deux. On sera obligé d'avoir les deux. Donc ça, c'est la deuxième proposition. La troisième proposition, alors en même temps que ça, je pense qu'il faudrait... Et là, les entreprises ont été... Mais on a tous été coupables à une époque, entre les entreprises, les syndicats et le pouvoir public. Quand on avait des grandes périodes de restructuration il y a 20 ans, on a eu tendance à considérer que le chômage était une pré-retraite. Et donc, il faut arrêter ça. Donc, on a tous à balayer un peu devant notre porte. Voilà ce que je pense sur le sujet de la retraite. Dans le même temps, je pense que compte tenu de la démographie, on doit aujourd'hui réduire dès maintenant les besoins de financement du système de retraite. Et donc il y a un certain nombre de choses, ça c'est des débats qui ont été lancés politiquement mais qui visiblement sont enterrés aujourd'hui. Je trouve ça dommage. Je pense que les retraités aujourd'hui pourraient contribuer plus à l'économie nationale qu'ils ne le font par rapport aux actifs. La quatrième mesure, alors ça c'était un autre tabou. Il y a deux mots tabous. Il y a les fonds de pension et la capitalisation, et puis il y a la TVA sociale. TVA sociale, je pense que c'est un tabou qui est très ancré. La capitalisation, on fait des progrès. Je trouve que dans le débat public, même par rapport à il y a un an, on n'y est pas encore, mais on progresse. Ne serait-ce que parce qu'on a donné un peu de publicité au fait que les fonctionnaires en bénéficient. Je pense que la capitalisation, c'est pas un gros mot. Alors il faut peut-être le fonds de pension, ça a mauvaise presse en France, mais en gros, ça permettrait quoi d'introduire une dose de capitalisation? Ça permettrait de faire bénéficier l'ensemble des Français de ce dont bénéficient déjà les ménages aisés qui, eux, épargnent pour leur retraite, du fait que la croissance mondiale est un peu supérieure à la croissance française, alors que dans le système de répartition, on a la croissance française. Donc en fait, je pense que ce serait une réforme très sociale. Alors il y a plusieurs manières d'introduire de la capitalisation, à partir de l'épargne salariale. Moi je suis un grand partisan de l'actionnariat salarié et je pense qu'on peut flécher une partie de l'intéressement et de la participation vers une épargne retraite, ou dans laquelle il ne faut pas forcément que ce soit uniquement des actions de l'entreprise dans laquelle on est, qui est souvent, mais ça pourrait être avec une certaine diversification. Il y a plein de systèmes. Je ne rentre pas, je suis déjà trop long. Vous m'arrêtez si je suis trop long. Mais je pense que ce sujet de la capitalisation est très important. Il peut se faire en complément et puis se faire progressivement en substitution. Il faut savoir que ça va mettre 30 ans. On a 20 ans de retard par rapport aux pays qui nous entourent sur ce sujet-là. Mais je crois que ce n'est pas une raison pour ne pas commencer doucement à préparer le futur en lançant ce pilier. Mais là, il y a aussi un travail pédagogique important à faire. Sujet suivant, je suis désolé, mon menu n'est pas un menu populiste. C'est d'augmenter la durée du travail des personnes en emploi. Je ne pense pas qu'on pourra revenir en France sur la durée légale du travail, mais il y a beaucoup de choses qui sont beaucoup plus rigides que dans d'autres pays, notamment autour des heures supplémentaires, dont on doit pouvoir alléger pas mal de choses.
Et puis la dernière mesure, c'est de mobiliser effectivement l'épargne salariale pour favoriser la détention d'actions par les salariés et de favoriser l'actionnariat salarié. Moi, je suis très frappé, si vous voulez. J'étais patron de Saint-Gobain. Aujourd'hui, plus de 50% des actionnaires de Saint-Gobain sont étrangers. Eh oui. Et je pense que vous prenez le CAC 40, c'est le cas pour la majorité des entreprises aujourd'hui. Et la raison principale, c'est aussi parce qu'on n'a pas eu ces systèmes de capitalisation, donc, qui est vertueux à beaucoup de titres. C'est une meilleure protection pour les Français quand ils prendront leur retraite. Et c'est aussi un moyen de financer, à partir de la France, l'économie française. Voilà ce que je voulais vous dire. Alors, sur ce sujet du travail, alors, excusez-moi, je reprends vos questions. Est-ce qu'il y en a un certain nombre auxquels je n'ai pas répondu? Alors, sur les liens, oui, les baromètres montrent, et je suis désolé de dire ça ici, mais dans un monde de défiance, globalement, une beaucoup plus grande confiance aujourd'hui dans les entreprises que dans toutes les autres institutions publiques, quelles qu'elles soient. C'est là qu'on passe beaucoup. La majorité des Français passent le plus grand nombre de leur vie. Et je pense que les entreprises, on parle de mal-être au travail, etc., mais les entreprises, elles doivent, si elles veulent garder les salariés, elles doivent s'en occuper. Donc, et elles sont relativement bien occupées, quoi qu'on dise. Donc, je pense que c'est ça aussi qui explique la confiance que les Français ont dans l'entreprise. Alors, c'est pas étonnant, effectivement, vous l'avez souligné, des PME, mais il y a un petit décalage entre les PME et les grandes entreprises. Ça ne me paraît pas être une raison pour faire ce que font vos collègues de l'Assemblée nationale, c'est-à-dire taper à mort sur tout, en disant les PME, il faut les protéger. Tout ça est communicant, donc je pense que c'est très dangereux de taper indéfiniment sur les grandes entreprises. Sachant que les grandes entreprises, leur activité en France n'est pas toujours aussi florissante qu'on croit. Elles ont les mêmes problèmes que les PME sur leur site français. Donc, opposer les grandes entreprises et les petites entreprises ne me paraît pas un sujet important. Alors, je termine sur ce sujet des relations avec les entreprises. Vous avez dit, il y a le mal-être, le mal-être au travail, etc. Bon, on est les champions et je pense que c'est malheureusement une réalité, des problèmes de santé mentale. Mais je pense qu'au-delà de ça, il y a une évolution très importante dans le rapport au travail de la part et que les entreprises doivent s'en occuper, et les bonnes entreprises s'en sont occupées déjà un certain temps, c'est que les Français, et ce n'est pas les jeunes, c'est tous les Français aujourd'hui, ils veulent trouver du sens dans leur travail. Ils veulent d'où l'importance de ce qui avait été fait, à mon avis, sur la raison d'être, sur la loi Pacte, qui était, à mon avis, une très bonne chose. Les Français ont besoin de trouver dans leur entreprise du sens. Et les entreprises doivent donner du sens. Donc la réponse à votre question, c'est de donner du sens. Moi, c'était assez facile pour moi chez Saint-Gobain. Si vous voulez, la rénovation énergétique et la contribution au problème du climat, ça donnait un sens très facile. Donc, je n'avais pas du tout ce problème. On avait d'ailleurs un taux d'engagement extrêmement important chez Saint-Gobain. Mon successeur vous en aura parlé. Voilà, je pense que... Alors, je n'ai pas parlé des aides, de la CVAE, on pourra en parler, mais alors je vais... Voilà. Eh bien, je m'arrête là. Merci, Monsieur le Président. Oui, je pense trop long, que voilà, sur cette question de la conditionnalité des aides, est-ce qu'il faut... il y a donc à la fois le président de la commission d'enquête et le rapporteur, et tous les deux sont positionnés. Donc d'abord Olivier Rittmann et ensuite Fabien Gay pour vous poser ces questions et revenir sur ce sujet. Oui, merci Madame la Présidente. Monsieur le Président, merci pour vos propos liminaires. Je n'avais pas spécialement prévu de revenir sur le rapport. Dont j'étais président de la commission d'enquête, mais on peut en toucher deux mots rapidement, notamment sur le fait, et c'était notamment dans les propos de Fabien Gay, mon collègue Fabien Gay, lors de sa question d'actualité au gouvernement la semaine dernière, sur le fait que ce rapport a été complètement caricaturé, déformé par rapport à ce qu'il en sortait réellement, parce que jamais dans ce rapport on a mis en exergue ce montant de 211 milliards, et le but n'était pas de dire... attention, c'est excessif, on jette de l'argent par la fenêtre, les entreprises sont désassistées. Non, ce qu'on voulait surtout faire ressortir, nous, et ce qui ressortait du rapport, des auditions qu'on avait fait, c'était l'absence totale de transparence de ces aides et l'absence d'une évaluation qui nous permette même à nous, parlementaires, de pouvoir se prononcer dans une période comme aujourd'hui, une période de projet de loi de finances, de dire quel dispositif est le plus efficient, lequel ne fonctionne pas et dans quel sens il faut prendre des arbitrages.
Et encore une fois d'ailleurs, on voit de ce qui se passe chez nos collègues de l'Assemblée nationale, encore des décisions sont prises, des textes sont votés, des amendements, sans non plus étude d'impact ni rapport d'évaluation, ne serait-ce que de la part du gouvernement. Et on assiste plus à une politique du doigt mouillé qu'une politique basée. Non, moi je partage en grande partie, et ça ne surprendra personne, les propos que vous avez tenus, en tant que je dirais, plutôt libéral, mais libéral humaniste, c'est-à-dire qu'on laisse personne au bord de la route, sur le fait notamment que notre pays a besoin de retrouver son rang et qu'il ne pourra le retrouver que sur la base d'une économie forte, qu'on a un modèle social qu'il faut absolument défendre, mais qu'on a deux méthodes pour financer ce modèle social. Soit on le fait, comme vous l'avez dit, par le crédit, ce qui est destructeur, et on s'en rend compte aujourd'hui, soit on le fait par la création forte de valeur ajoutée, ou de création de richesse, et ça, on n'a pas d'autre système que de se baser sur la dynamique de nos entreprises et des investissements économiques qui peuvent être faits, ce qui permet de pouvoir ressortir un certain nombre de richesses. Juste pour exemple, on parle de 200 milliards d'aides aux entreprises, mais en face, la même année, c'était 1210 milliards de cotisations sociales et fiscales de la part des entreprises. Si on veut faire le rapport, il est de 1 à 6, donc il faut se dire que chaque fois qu'on tape les entreprises d'1 euro, c'est 6 euros de création de richesse en moins, sans compter les impôts et sans compter la création réelle de richesse, le PIB qu'apportent les entreprises. Non, j'avais 2 points plus précis sur lesquels je voulais vous poser une question et qui ressortent très fort en ce moment. Le premier, c'est bien évidemment sur ce qui peut se passer au niveau projet de loi de finances, sur des lignes qui pourraient être importantes et de se dire en cas de coup de rabot, elles sont très importantes ces lignes, pourquoi ne pas les taper là-dessus? Ça permet de faire des économies à moindre mal, sans aucune étude d'impact, je le rappelle. Je pense notamment à la ligne sur l'apprentissage, où il y a un objectif de la raboter encore de plus d'1 milliard. Et puis, on entend parler d'aller chercher des finances également sur France 2030, qui fait partie des aides à aux entreprises, mais qui permet aussi de mettre en place un certain nombre de politiques publiques voulues par l'État, où on entend parler d'un coup de rabot à 500 millions. Moi, quand j'échange avec Bruno Bonnet, le secrétaire de France 2030, il me dit avec 500 millions de moins dans le budget, moi, c'est 3,5 milliards de moins d'engagés pour les entreprises et les politiques publiques et la souveraineté de l'État l'année prochaine. Ça veut dire que je n'accepte plus aucun nouveau dossier. Quelle est votre position sur le sujet? Et un dernier sujet sur les délais de paiement. L'Observatoire des délais de paiement a fait ressortir sur 2024 le montant de 17 milliards que peuvent engendrer les retards dans les délais de paiement, notamment alors qu'ils se répartissent en deux lignes. 12 milliards notamment des plus grandes entreprises qui seraient en retard de paiement sur les PME, les ETI et les TPE. Ce qui augmente, toujours d'après l'Observatoire des délais de paiement, le risque de défaillance des entreprises de plus de 25%. J'ai moi-même, et elle doit être déposée ce matin, déposé une proposition de loi sur le domaine, notamment pour augmenter les sanctions, parce qu'on s'aperçoit qu'elles sont très limitées et que finalement elles n'ont pas grand impact. Donc augmenter les sanctions vis-à-vis des grandes entreprises et d'aller taxer sur le chiffre d'affaires mondial plutôt qu'un montant plafond à 2 millions. Et puis le retard de paiement également de 5 milliards dans la nature, des collectivités, notamment des établissements publics hospitaliers, notamment très forts dans nos territoires d'outre-mer. Voilà, je voulais avoir votre position là-dessus et la position de l'Institut de l'entreprise. Merci beaucoup. Merci Olivier. Fabien Gay. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Président. Alors bon, moi c'est pareil, je vais pas faire surprise. Je suis en désaccord à peu près avec tout ce que vous avez pu développer. Oui, c'est ça qui a fait notre force. Eh oui. Y compris de faire vivre le débat démocratique. Bon, moi je connaissais pas l'Institut de l'entreprise. Je dois vous avouer que je suis très heureux d'être venu ce matin. Et contrairement à ce que vous pouvez dire, votre discours, il n'est pas minoritaire. On l'entend partout. Notamment dans les chaînes privées détenues par 3 milliardaires que sont Bouygues, Saad et Bolloré. Et toute la journée, ce discours sur la dette, les dépenses sociales, les entreprises, on les tape, il ne faut surtout pas la taxe Zuckman, il faut aller à la capitalisation, il faut travailler jusqu'à 70 ans, il
faut revenir sur les 35 heures. Pardon de vous le dire, le discours que vous venez de nous développer, nous l'entendons du matin au soir, à peu près partout. Et moi, je le combats. Pourquoi? Parce que vous avez dit on a un problème de création de richesse. Pas du tout. Pardon de vous le dire. Est-ce que vous connaissez le patrimoine économique national? 20 000 milliards d'actifs en France. Quelle est la création de PIB en une année? 2 900 milliards par an. Les dépenses sociales, 850 milliards. Donc, je le dis, en France, nous produisons de la richesse, nous avons des actifs, et qu'est-ce que constatent toutes les études? C'est que nous sommes passés, en 30 ans, 10 points de la valeur ajoutée est passé du travail au capital. C'est pas vrai. Ça, toutes les études le démontrent. Toutes. Non, Il y en je a suis pas d'accord avec ça. Ben, vous pouvez les contester. Mais là, pareil, moi je sais bien que c'est le trumpisme aujourd'hui et que les vérités alternatives deviennent des vérités. Mais il faut qu'on reparte, déjà, même si on n'est pas d'accord à la fin, des faits qui sont des faits majeurs aujourd'hui. Pardon de vous le dire. Et en 30 ans, on est passé d'une société de rente et d'héritage. Les 500 plus grandes familles détenaient l'équivalent, je ne confonds pas un flux et un stock, l'équivalent de 6% du PIB. Aujourd'hui, c'est 42%. Et en 2030, ça sera plus de 50%. Voilà le problème de la concentration des richesses aux mains de quelques-uns. Et vous avez donné un fait, c'est que la productivité diminue. Oui, c'est vrai, vous avez raison, la note de la Banque de France. Mais vous n'avez pas été au bout. Pour quelle raison? Contrairement à ce que vous venez de développer, la productivité pré-Covid a baissé aujourd'hui de 8,5. Mais on le doit en grande partie, je lis la note de la Banque de France, vous voyez, en grande partie grâce à une orientation des politiques publiques en France, plutôt qu'une diminution du potentiel de création de richesse. Voilà ce qui est dit. Donc, j'ai envie de dire, mettons-nous au moins d'accord sur les faits. Enfin, vous allez développer, et on le comprend, comme le gouvernement, il faut baisser 10 milliards d'impôts de production parce que c'est ça qui va faire relancer l'économie. Si, globalement, c'est tout le discours que nous entendons en ce moment. Ben, l'Institut des politiques publiques, qui n'est pas quand même une officine néo-marxiste. Hein, mettons-nous d'accord au moins sur cette question. Elle vient de sortir un rapport. Moi, j'invite chacun à le lire. Elle dit que les baisses d'impôts de production sur les 10 dernières années n'ont pas profité à l'emploi. N'ont pas profité à l'emploi. C'est écrit. Donc, disons-nous, à partir de là, comment nous faisons? Après, nous avons des questions que nous pouvons partager. Je le dis, bien sûr, notre balance commerciale aujourd'hui est en déficit et c'est un problème. Nous devons réindustrialiser le pays et nous ne le ferons pas en restant ouverts aux quatre vents quand tous les autres mettent beaucoup d'argent, notamment les États-Unis et la Chine, des milliards et des milliards, voire des centaines de milliards dans leur économie en protection et nous ne le soutenons pas assez. Donc c'est une question. Moi, j'ai envie de vous en poser une dernière. Est-ce que vous soutenez la question de la transparence des aides publiques pour recréer de la confiance? Ça, c'est une vraie question. Et puis, il y en a une deuxième, celle que vient de poser Olivier. C'est, à un moment donné, en France, nous n'avons pas la culture de l'évaluation des politiques publiques. Oui, je suis bien d'accord. Et pour le coup, mettons-nous au moins d'accord qu'un certain nombre de dépenses publiques, on peut reprendre le chiffre de 211 milliards, il est dans le débat, peu importe. C'est pas moi, c'est pas le chiffre en totem. C'est que ce que nous avons découvert les uns et les autres dans notre diversité, c'est que toutes les dépenses publiques n'étaient pas suivies et pas évaluées. Et nous avons un problème pour se déterminer ensuite politiquement, dans un affrontement politique légitime, est-ce que cela marche ou est-ce que cela ne marche pas? En réalité, nous ne le savons pas. Donc, est-ce que vous souhaitez au moins de suivre et d'évaluer ces politiques publiques? Je vous remercie. Voilà, Monsieur le Président, vous l'aurez compris, le débat est lancé. Et donc, je vous laisse répondre à ces deux interventions de nos collègues. Alors, sur la première, le sujet des aides, moi j'ai trouvé, alors le fait que les chiffrages, là, les 200, les 100, les 40, c'est intéressant. On peut être d'accord ou pas d'accord, mais ça met les sujets sur la table. Donc, moi, j'ai trouvé, j'ai pas lu tout, mais j'ai lu un certain nombre d'extraits du rapport du Sénat. Je l'ai trouvé très intéressant. J'avais bien noté effectivement que le sujet c'était l'évaluation des aides. Et là, moi, ma manière de voir les choses, elle est beaucoup plus radicale. Donc, je suis pas tout à fait d'accord avec vous. Je pense qu'on a beaucoup trop d'aides.
mais qu'on a aussi beaucoup trop d'impôts. Et donc, et de cotisations. Eh bien oui, mais il faudrait, on devrait faire une opération de remise à plat importante. D'ailleurs, le MEDEF, j'en ai souvent parlé avec le président du MEDEF qui a repris cette idée. Mais regardez, les allègements de cotisations sociales. Les allègements de cotisations sociales, c'est un mot qui ne devrait pas exister. Si les cotisations sociales étaient moins fortes, on n'aurait pas besoin de les alléger. Si on les allégeait, c'est parce qu'il y en avait trop. Le crédit d'impôt recherche, qu'est-ce que c'est le crédit d'impôt recherche? Qui est un outil fondamental. J'espère que vous n'allez pas trop le renier cette année. C'est un outil fondamental parce que c'est quoi? C'est d'exonérer les chercheurs des excès de cotisations sociales par rapport aux autres pays. Et les chercheurs, ils sont plutôt sur des salaires qui sont un peu au-dessus des allègements normaux de cotisations sociales. Et donc on a mis à part les chercheurs. Moi, j'ai aucun problème pour qu'on ne mette pas à part les chercheurs, mais qu'on fasse ça pour tout le monde. Voilà. Donc, si vous voulez, le sujet, moi je pense qu'on a beaucoup trop d'aides, mais on est champion en France, on taxe, on prélève et après on redonne. Et je pense qu'on pourrait baisser beaucoup les deux. Voilà. Alors, dans l'ordre de grandeur qu'il faut baisser, si vous voulez, si je prends une étude de Rexecode récente, les aides publiques en France, c'est 4,7% de la valeur ajoutée, c'est 4% en moyenne européenne, donc on est au-dessus. On n'est pas tellement au-dessus. Par contre, si je prends les prélèvements, c'est 20 en France et c'est 15,6 pour la moyenne européenne. Donc le sujet, c'est qu'on a des prélèvements qui sont beaucoup plus importants. Mais à l'intérieur de ça, moi, j'ai aucun problème pour qu'on baisse toute une série d'aides, ce qui rendra d'ailleurs l'évaluation plus simple. Bon. Alors, sur la transparence et l'évaluation, là, je réponds en même temps à M. Guet. Monsieur le sénateur, c'est une partie de votre intervention sur laquelle je suis complètement d'accord avec vous. Voilà. Donc, il n'y a pas beaucoup de points où je suis d'accord avec vous, mais il y a celui-là. Voilà. Alors après, monsieur le sénateur, vous avez indiqué le modèle social, on y tient beaucoup. Je pense quand même que... c'est ce que préconise Nicolas Dufourcq, qu'on devrait quand même, compte tenu d'une situation très grave, on devrait s'interroger avant de créer des nouveaux droits. Donc, et je pense quand même qu'on a un modèle social à la marge qui pourrait être un tout petit peu revu sur un certain nombre de choses. Je sais que c'est un sujet délicat, mais je pense que quand on regarde la majorité des sujets, on est à peu près partout plus généreux que les autres. À peu près partout. Donc, je pense qu'il faut le préserver, mais ça ne veut pas dire ne pas y toucher. Il faut probablement rebouger un certain nombre de choses pour qu'on puisse le préserver. Parce que la démographie ne va pas nous aider du tout. Parce que la démographie, c'est aussi l'augmentation des dépenses de santé. C'est très lié. Donc, on va vers des temps beaucoup plus durs. On est déjà très mal et on va vers des temps beaucoup plus durs. L'apprentissage, bon, c'est quand même un paradoxe incroyable. Et malheureusement, ça en dit beaucoup de notre pays. On suspend la réforme des retraites et on réduit l'apprentissage. En gros, on privilégie les vieux par rapport aux jeunes. Bon, ben je trouve que c'est pas un signal que notre pays regarde l'avenir. Voilà. Alors, donc c'est très emblématique pour moi. Alors après, sur l'apprentissage, c'est quand même un des gros progrès de la France au cours des 10 dernières années de nous être rapprochés de ce qui se passait dans d'autres pays. On a un énorme problème dans nos filières professionnelles en France. La réforme du lycée professionnel, elle a été annoncée. Il ne s'est pas énormément passé de choses. Donc on a un vrai sujet là-dessus. Et l'apprentissage, c'est quand même une voie très importante. Alors après, il y a eu des études qui ont dit qu'on avait bénéficié plus au supérieur que à l'apprentissage tel qu'il est par nature dans les pays comme l'Allemagne, où c'est dans les usines qu'on fait de l'apprentissage. Donc qu'on essaye de rebasculer un peu plus dans un sens par rapport à l'autre, ça me choque pas. Mais globalement, si vous voulez qu'on privilégie le fait de partir à la retraite plus jeune et qu'on supprime les dépenses de l'apprentissage, je trouve que c'est un contresens très grave. France 2030. Alors là, je vais peut-être vous surprendre aussi. Il se trouve que j'ai été auditionné par la commission. Ils ont à l'intérieur le commissariat général d'investissement, il y a une commission d'évaluation. Et donc j'ai été regardé. C'est pas des succès dans tous les domaines, France 2030. Hein. Voilà. Et je pense personnellement qu'il y a des sujets sur lesquels alors
moi, des experts que j'avais consultés à l'époque chez Saint-Gobain, et il y a des sujets sur lesquels ce n'était pas forcément indispensable de s'y lancer. Je ne suis pas un grand fanat de l'hydrogène, par exemple, pour faire du stockage d'électricité. Hein, et je pense qu'on a dépensé un peu trop d'argent là-dedans. Voilà. Sur les petits réacteurs, je pense que c'est pas mal, mais enfin, ils ne marchent pas tous. Hein, ce n'est pas un grand succès. Mais il fallait probablement en faire un peu. Hein, donc il y a toute une série de sujets dans France 2030 qui est quand même globalement un programme, à mon avis, un peu mieux conçu que les précédents parce que plus ciblé. Je pense qu'on pourrait cibler encore plus. Voilà. Après, je n'ai pas un avis. Est-ce qu'il faut les. Je pense que c'est quand même des bons outils. Ma préoccupation aujourd'hui, c'est plutôt de savoir s'il y aura une suite à France 2030 un jour. Voilà, le calibrage exact, je n'ai pas un avis. Mais je pense quand même qu'il faut être sélectif. D'ailleurs, c'est cohérent avec ce que je vous ai dit sur les aides. Mais il faut avoir en tête, à l'inverse, c'est ce que disait monsieur le sénateur Gay tout à l'heure, qu'on est dans un monde où il y a une concurrence, et là je suis complètement d'accord avec vous, c'est un autre point sur lequel je suis complètement d'accord avec vous, c'est sur le monde, la concurrence qu'on a au niveau mondial très très forte avec les États-Unis et la Chine. Et de ce point de vue-là, ben, il faut en tenir compte. Hein. Et l'Europe, parce que je pense que ce sujet-là, il doit être traité au niveau européen. La France, l'Europe doit être ne doit plus être sur toute une série de politiques, de politiques commerciales, l'idiot du village, qu'elle a été un peu trop longtemps. Donc oui, là, je suis d'accord avec vous. Je pense qu'il y a un certain nombre de sujets sur lesquels il faut se protéger. Et j'allais dire, il faut d'autant plus se protéger que c'est pas agréable à dire. Mais il y a un certain nombre de technologies, je pense notamment à des technologies qui sont liées à la transition énergétique, sur lesquelles on est devenu des pays émergents par rapport à la Chine. Quand on dit qu'on importe tous nos panneaux solaires, toutes nos batteries de Chine, ce n'est pas seulement qu'elles sont moins chères, c'est aussi qu'elles sont meilleures. Donc on a besoin d'apprendre d'eux. Et qu'est-ce qu'on fait dans théorie économique quand on est dans cette situation-là? Eh bien, on se protège un peu et on oblige des transferts de technologie. Et je pense qu'on en est malheureusement sur toute une série de sujets. C'est ça notre problème. Sur les batteries, hein, on parlait il y a quelques semaines de sujet de l'automobile. Sur les batteries, c'est évident. Hein, on est complètement largué. Et donc il ne faut pas se battre seulement contre les Chinois, il faut les obliger à nous apprendre. Les délais de paiement. Alors là, je pense que les grandes entreprises ne sont pas exemplaires sur ces sujets-là. Je ne devrais pas dire ça, mais je le dis parce que je le pense. Et je pense qu'il y a eu un moment, on avait un système de name and shame, où, je ne me souviens plus, il y a une dizaine d'années, le gouvernement avait dit, ceux qui ne payent pas dans les délais, on va les dire. C'était très efficace. Je peux vous dire, j'avais une filiale de Saint-Gobain qui était dans ce cas-là, ça n'a pas été le cas il y a 2 ans de suite. Hein. Donc, oui, c'est difficile. Il y a un sujet des grandes entreprises parce que, si vous voulez, les directeurs financiers travaillent leur fonds de roulement et on leur demande de travailler leur fonds de roulement. Mais vous avez tout à fait raison. Je pense qu'il faut des règles du jeu. Et en France, on a plutôt des délais plus longs que, notamment qu'en Allemagne. Et je pense que raccourcir les délais de paiement et les faire respecter par les grands, c'est très important. Voilà, donc je suis assez d'accord là-dessus. Alors, malheureusement, hein, les pires, c'est le public. Parce que vous avez parlé des collectivités locales, mais l'État, c'est pas glorieux, hein, l'État fournisseur. Enfin, pardon, client. Oui, mais enfin, c'est plutôt moins bien que les grandes entreprises. Hein. Donc plus on est gros et moins on paye bien. Sur les autres questions de monsieur le sénateur Gay, alors je ne suis pas du tout d'accord avec vous et là, il y a un rapport de l'OFCE qui est plutôt l'OFCE, c'est pas considéré comme le chantre du libéralisme qu'on est dans les qui vient de sortir une étude qui m'a surpris. Parce qu'elle dit que la part des salaires dans la valeur ajoutée que moi j'avais en tête dans les études précédentes était stable. Vous vous dites qu'elle a baissé. Et l'OFCE, dans une étude sortie la semaine dernière, considère qu'elle est passée de 79,5 en 1998 à 89,5 en 2025. Donc elle a monté. Voilà. Moi je pense que le sujet n'est pas la répartition de la valeur ajoutée. Le sujet c'est d'augmenter la valeur ajoutée. Donc je m'excuse, je me répète là-dessus. Est-ce que j'ai répondu? Et sur la culture de l'évaluation, monsieur le sénateur, je suis d'accord avec vous. Il faut, d'ailleurs, dans les entreprises, on le fait. Quand on met en place un système, on évalue immédiatement après. Je pense qu'on n'a pas une culture suffisante de l'évaluation des politiques publiques dans notre pays par rapport à ce que je vois. Les Anglais sont bien meilleurs là-dessus.
Donc je pense et je sais qu'il y a déjà des choses qui existent, mais on devrait le faire plus largement. Donc moi, je trouve que pas mal de préconisations que vous faites dans votre rapport, je les trouve respectueusement frappées au coin du bon sens, je trouve. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à tout, mais à l'essentiel. Vous aurez peut-être l'occasion d'y revenir. On va prendre des questions 3 par 3, si vous le voulez bien maintenant, et on va commencer avec Bernard Buis. Bernard. Merci, Madame la Présidente. J'aurais une question très rapide concernant les entreprises ultramarines qui subissent davantage que nos entreprises hexagonales le coût du transport, la dépendance énergétique et la rareté de la main-d'œuvre qualifiée. Pensez-vous que les politiques publiques actuelles répondent suffisamment aux contraintes structurelles des entreprises d'outre-mer? Auriez-vous des recommandations à faire sur ce sujet? Merci. Daniel Fargeot. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Président, mais écoutez, j'ai beaucoup apprécié vos propos et votre vision liée à votre parcours de grand chef d'entreprise. Alors encore aujourd'hui, la relation entre politique et entreprise oscille entre rejet et valorisation. Au pigeon de 2012, rappelez-vous, a succédé la Start-up Nation en 2017. Malheureusement, depuis quelques mois, nous semblons être de nouveau retombés dans un discours stérile, pointant du doigt ceux qui créent du travail et de la richesse dans notre pays, convoquant les chefs de grandes entreprises, comme dans un tribunal, évoquant uniquement les pertes d'emplois, les fermetures de sites, les scandales, etc. Alors l'enquête que vous avez réalisée en partenariat avec le CEVIPOF, qui est le Centre de recherche politique de Sciences Po, en février dernier, l'enquête nous apprend, contrairement aux idées reçues, que la confiance accordée aux entreprises par les Français, ça a été dit en propos liminaire par Madame la Présidente, dépasse celle mesurée en Allemagne, en Italie ou aux Pays-Bas. On constate donc une dissonance entre la manière dont le politique parle de l'entreprise et la réalité de sa relation avec les Français. Alors sachez que je m'inscris comme un farouche défenseur de l'entreprise. Je ne fais pas partie de ces politiques qui dénigrent l'entreprise. Monsieur le Président, comment expliquez-vous que l'entreprise majoritairement aimée des Français soit parfois l'objet d'un désamour avec le politique ? Comment l'entreprise peut-elle aider à faire parler d'elle autrement qu'à travers la fiscalité, les aides publiques, la préservation de l'emploi? Enfin, alors que notre pays va devoir demander des efforts aux Français, comment l'entreprise peut-elle faire valoir dans le débat public son rôle incontournable pour notre pays? Je vous remercie. Merci Daniel pour ce beau plaidoyer. Marie-Lise Housseau. Marie-Lise. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Président, dans l'actualité, ces derniers jours, les projecteurs étaient braqués sur les plateformes de e-commerce, essentiellement extra-européennes et plus largement asiatiques, pour ne pas dire chinoises, et de la concurrence déloyale en matière de qualité, de prix, vis-à-vis des commerces, mais plus largement de l'industrie textile, de l'ameublement, de la décoration. Et je voudrais savoir quel est votre regard d'entrepreneur sur ce phénomène qui est en train de s'amplifier. Pensez-vous que le projet de taxe de 2 € qu'il y a dans le PLF soit à la hauteur? Et plus largement, quelles pistes juridiques, fiscales, douanières vous paraîtraient pertinentes pour rétablir des conditions économiques équitables avec les producteurs français? Merci. Voilà, Monsieur le Président, une nouvelle série de questions. Alors, je ne sais pas répondre à la première question. Sur l'outre-mer, je ne sais pas. Je préfère vous dire. Le désamour avec les politiques, c'est compliqué ça. Je partage à peu près tout à fait ce que vous avez dit dans votre propos. Je pense que au niveau mondial, la politique s'est désintéressée de l'économie pendant un certain nombre d'années. Et que là, aujourd'hui, la politique revient. On le voit, enfin, c'est très clair aux États-Unis. Et donc, il faut savoir, il faut que les entreprises, elles aient bien en tête que c'est toujours le politique qui gagne. Bon, donc le sujet vis-à-vis des politiques, c'est de les convaincre, c'est pas de dire on a raison. Est-ce qu'on le fait suffisamment? Je ne sais pas. Ce désamour, si vous voulez, il me questionne. Je ne sais pas bien l'expliquer.
parce que je pense que les hommes et les femmes politiques, on ne peut pas leur dire qu'ils ne sont pas au contact du terrain en général. Donc ils devraient voir ces remontées. Bon. Donc je ne sais pas bien l'expliquer. Je pense qu'il faut tisser des liens plus souvent, mais je ne sais pas très bien l'expliquer. Et c'est un peu une spécificité française, je pense. Moi, j'ai tendance à penser que beaucoup des problèmes, mais ce n'est pas une bonne réponse à votre question, mais la réponse de très long terme, c'est que le sujet, il passe par l'école. Voilà. Il passe par l'école et par l'éducation. Mais c'est un sujet de très long terme. Mais je pense que c'est un vrai sujet. Et je ne sais pas bien répondre. Je m'excuse de vous dire ça. Les plateformes de e-commerce, je ne suis pas très calé sur ces sujets-là non plus. Je m'excuse, cette série de questions, je ne suis pas dans mon élément complètement. Moi, je pense, si vous voulez, qu'il y a une concurrence de la Chine dans toute une série de domaines, qui est une concurrence qui n'est pas une concurrence qui est basée sur des coûts. Hein, et que l'Europe n'a pas fait jouer. Les politiques anti-dumping de l'Europe, elles sont très en retard en général. On met très longtemps à s'occuper des sujets. Et donc, quand il y a des sujets de prix, je pense qu'il faudrait être beaucoup plus réactif. Donc, après, il y a une schizophrénie des Français. Parce que les Français, si vous voulez, ils veulent qu'on réindustrialise, ils veulent qu'il y ait de l'emploi productif en France, et quand ils vont faire leurs courses, c'est pas comme ça qu'ils raisonnent. Donc il y a une... Moi, je tenais souvent ce discours-là, ce propos-là, quand je discutais au sein du comité d'entreprise de Saint-Gobain. Hein, on est schizophrène là-dessus. Hein. Tout ce qui a été fait, à mon avis, sur les sujets d'agriculture, de proximité... Là, les Français, on arrive à faire... à ce qu'il y a une certaine réconciliation, et encore. Hein. Donc sur vos sujets, c'est difficile. Moi, je crois qu'il faut être intraitable sur les questions éthiques, les débats récents. Et je pense que sur les questions de prix, il faut aussi... alors, il y a une chose qu'on pourrait faire aussi, c'est introduire un contenu... parce que d'un point de vue climat, c'est complètement débile de faire voyager ces petits colis. On émet beaucoup de CO2 en faisant ça. Donc on pourrait aussi utiliser le volet climatique pour réduire les importations lointaines de sujets auxquels ça n'avait pas de sens d'aller si loin. Voilà. Mais le problème, c'est la schizophrénie des Français sur ces sujets-là. Entre le consommateur, si vous voulez, et le producteur. Alors, nouvelle série de questions avec Yannick Jadot. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Président, bonjour. Au fond, la question, ce n'est pas de savoir si on est pour ou contre la politique de l'offre. Ça a autant de sens que de dire on est pour ou contre la guerre, la paix. C'est quelle politique d'offre on fait. Quand on reprend, par exemple, le comité d'évaluation de la fiscalité sur le capital, donc c'est un organisme qui est lié à l'administration, qui dit que le PFU et la fin de l'impôt sur la fortune n'a absolument pas créé d'emploi. Je veux dire, c'est leur rapport. 0 investissement, 0 emploi, 100% spéculation immobilière et dividendes. C'est que c'est une mauvaise politique de l'offre. Philippe Aghion, qui est évidemment un libéral, le dit par exemple sur le crédit impôt recherche. Il dit le manque de ciblage du crédit impôt recherche fait que cet outil extrêmement intéressant, extrêmement utile, perd aussi en efficacité. Vous avez piloté Saint-Gobain, qui est une entreprise qui a toujours été une alliée au niveau européen sur la question de la rénovation thermique, de la sobriété et tout ça. Aujourd'hui, une politique de l'offre non ciblée qui remet en cause les aides sur la rénovation thermique crée, vous le savez, et on le dénonce en permanence dans cette commission, de l'instabilité réglementaire. C'est de l'instabilité réglementaire et financière organisée, en fait, avec des effets dramatiques sur la rénovation thermique, donc sur le secteur de la rénovation thermique de
de l'artisan jusqu'à des entreprises comme les vôtres, et évidemment qui a un effet majeur sur la première dépense contrainte de nos concitoyens, qui est le logement. Donc au fond, le sujet, ce n'est pas tant est-ce qu'il faut aider l'économie, c'est la question de comment on aide l'économie et où on met les aides et l'investissement. Et que je voulais avoir votre avis sur vous parliez de la Chine sur les secteurs des nouvelles technologies et notamment de l'économie d'avenir. Eux, ils ont mis le paquet là-dessus. Nous, en permanence, vous voyez le débat politique, y compris dans cette assemblée, qui est pour le moins ambigu sur ces secteurs, que ce soit le secteur des énergies renouvelables, le secteur de la rénovation thermique ou le secteur de l'industrie automobile passant à l'électrique. Donc je voulais avoir votre sentiment sur à la fois le ciblage des aides et puis évidemment, encore une fois, l'instabilité politique, l'instabilité réglementaire qui nous empêche d'être bons sur les secteurs d'avenir. Merci. Pardon, excusez-moi. On continue. Evelyne Renaud-Garabédian. Présidente. Monsieur le Président, avec près de 6 000 milliards d'euros d'épargne financière des ménages, la France ne manque pas de capital, mais cette épargne, elle reste beaucoup trop souvent orientée vers l'immobilier, la dette ou les actifs liquides, et trop peu vers l'industrie de long terme. À l'étranger, les modèles existent. Aux États-Unis, l'épargne alimente davantage les fonds industriels de long terme. En Allemagne, les banques régionales la réinjectent dans l'économie régionale, notamment vers les PME et l'industrie locale. En Asie, des mécanismes publics-privés orientent directement l'épargne vers les priorités industrielles. Que faudrait-il, selon vous, changer dans nos cadres réglementaires, fiscaux ou institutionnels pour que l'épargne française devienne, elle aussi, un moteur de puissance industrielle ? Merci de votre réponse. Et dernière question avant que vous ne répondiez, Franck Montaugé. Merci Madame la Présidente, merci Monsieur. Vous avez évoqué plusieurs facteurs qui affectent de manière sensible la production, sa performance. Est-ce que vous pourriez nous dire en quelques mots simplement ce que vous pensez du dispositif gouvernemental de soutien à l'industrie ? J'ai pas su déceler ça dans vos propos. Votre réponse nous aiderait peut-être à y voir plus clair, parce que les différents dispositifs sont répartis, éparpillés dans plusieurs programmes. Ils relèvent de plusieurs directions qui empêchent toute vision globale. Je dis ça en tant que... Alors maintenant, c'est Christian Ordon-Sarrazy qui rapporte sur les crédits de l'industrie. Je l'ai fait pendant quelques années. Et on a cette difficulté vraiment de porter une appréciation fondée, argumentée sur l'efficacité de ces politiques publiques. Vous avez évoqué à juste titre nos déficiences, et c'est une absence en réalité, d'évaluation des politiques publiques. Mais ce qui est intéressant aussi pour nous, c'est d'avoir votre position, voilà, à l'égard de ces crédits. Voilà, quelle est votre appréciation de cette politique publique de soutien à l'industrie? Merci. Voilà, Monsieur le Président. Alors, sur le ciblage des aides, moi je vous ai dit d'abord que j'étais plutôt favorable à ce qu'il y ait un peu moins d'aides et un peu moins de prélèvements. Donc après, oui, il y a des... si vous prenez l'exemple, et là on en a souvent parlé, on est complètement d'accord, sur la politique de rénovation énergétique, enfin, c'est catastrophique ce qu'on a fait. Je crois que ma prime rénov, on a changé 12 fois ou 16 fois en 5 ans. Enfin, oui. Je veux dire, donc oui, c'est catastrophique. Mon successeur, c'est plus lui maintenant qui parle de ça que moi, mais il est assez vocal là-dessus et il a raison. Hein, donc l'instabilité... et d'une manière générale, on a trop de normes, trop de choses. Hein. Donc il faut en avoir des simples et puis pas changer tout le temps. Vous parlez les ENR, on a changé tout le temps aussi. Hein. On n'arrête pas de changer. Hein. Moi, je me souviens, on avait une usine qui faisait des panneaux solaires chez Saint-Gobain. On a dû arrêter parce qu'on changeait tout le temps et puis
surtout, on ne s'est pas protégé vis-à-vis des Chinois au moment où il aurait fallu le faire. C'est ça qui me fait très peur sur les batteries, c'est qu'on a recommencé le même scénario sur les batteries qu'on avait fait sur le solaire. Le solaire, à mon avis, c'est trop tard aujourd'hui. Je peux vous dire, je suis désolé pour ça, il y a des gens qui ont des projets pour faire des nouvelles centrales solaires, de panneaux solaires. Moi, personnellement, je ne mettrais pas d'argent là-dessus. Je pense qu'on est trop loin. Sur les batteries, je pense que c'est pas mort, mais il faut vraiment changer d'approche et il faut obliger les Chinois à nous donner la technologie. Donc, ça, c'est sur l'énergie. Oui, mais c'était une partie importante. Non, je répondais à M. Jadot pour l'instant. Pardon? Non, je crois. Je vais vous répondre après. Non. Je croyais qu'il s'adressait à moi. Sur le crédit d'impôt recherche, moi j'en ai souvent discuté avec Philippe Aguillon. Son modèle, c'est un modèle aussi avec le modèle des agences américaines de la DARPA. Le problème du ciblage des aides, c'est qu'en France, quand c'est le ciblage des aides, on a tendance à ce que ce soit politique. Et donc aux États-Unis, ces agences, une fois qu'on leur donne de l'argent, elles décident et elles sont indépendantes du politique. On a beaucoup de mal à faire ça en France. Et donc, dans les priorités qui sont quand on parle des programmes d'aide publique, je pense que malheureusement, l'influence du politique est souvent trop grande et ce n'est pas forcément eux qui savent. Il vaut mieux que ce soit des experts qui décident. Et de ce point de vue-là, on n'a pas assez de conseillers scientifiques dans les ministères en France. On n'est pas bon par rapport aux autres. Par rapport à la Chine, on n'a pas été bon. Donc, on n'a pas une compétence suffisante. Mais en Chine, c'est la politique. Oui, mais en Chine, si vous voulez... Non, mais attendez. Oui, mais en Chine, si vous voulez... Oui, quoi? Mais en Chine... Oui, mais c'est tous des ingénieurs. C'est tous des ingénieurs qui raisonnent à long terme. Mais c'est du plan, c'est de la planification. Mais je ne suis pas contre la planification dans certains domaines. Mais je dis qu'il faut faire quand même très attention, que l'État doit aussi se méfier de ses propres décisions dans ce domaine. C'est ça ma limite, si vous voulez, sur les aides. Et il y a quand même les exemples pullules de trucs qui ont été mal ciblés. Voilà, donc moi, le crédit d'impôt recherche a l'avantage de ce point de vue-là que c'est neutre. Alors, c'est pas parfait partout, mais c'est neutre. Voilà, donc je pense que si on voulait avoir une vraie agence type DARPA, en fait, on a un organisme qui fonctionne bien comme ça, qui est le CEA, historiquement en France. Mais dans d'autres domaines, ça a été moins glorieux. Donc je pense qu'il faut... voilà, j'ai une opinion un peu balancée sur ces sujets-là. Je ne suis pas en désaccord avec tout ce que avec vous surtout, mais c'est compliqué. Il faut rentrer dans le détail. Et si vous voulez, quand je compare France 2030, pour revenir avec les programmes qu'ont mis en œuvre les Chinois, ils ont meilleur. Et ils ont surtout une grande constance. Donc je suis d'accord avec vous. Ils ont décidé des choses il y a 20 ans. Et après, voilà. Sur la question de l'épargne, il y a deux choses que je voudrais dire. Ce n'est pas une bonne réponse peut-être, mais c'est des réponses quand même. C'est qu'on a un effet, premièrement, on a un effet d'éviction extrêmement important en France qui est lié à la dette publique. On a besoin de la financer, la dette publique. Et donc il y a une part très importante de l'épargne qui va financer les déficits et l'accumulation de dettes publiques. C'est un vrai sujet. Et d'un autre côté, on a quand même plutôt intérêt à ce que notre dette elle soit financée par des résidents que par l'étranger. Donc on s'est mis dans une situation compliquée. On va pas mais c'est quand même un point qui est, à mon avis, important. Le deuxième point, j'ai répondu, j'allais dire par anticipation. Moi, je crois beaucoup au mécanisme à associer l'épargne retraite des Français aux entreprises. C'est la capitalisation. Donc je pense que c'est ça une partie. Alors après, il y a tous les débats auxquels je ne suis pas un grand spécialiste sur l'union des marchés de capitaux. Est-ce que si on avait un pool européen et on réduisait la fragmentation bancaire et capitaux à l'intérieur de l'Europe, ça réglerait le problème? Il y a beaucoup de gens qui disent que oui. Il y en a d'autres qui disent que ce n'est pas uniquement le problème. Donc je ne suis pas assez expert sur ce sujet-là pour vous répondre. Mais moi, je pense qu'il y a un premier sujet qui est la dette publique et un deuxième sujet qui est qu'on devrait faire ces réformes, d'introduire un financement des retraites lié à l'activité des entreprises. Et puis alors, sur l'efficacité des politiques publiques et le dispositif global de soutien à l'industrie, oui, alors... encore une fois, moi je suis plutôt partisan d'un peu moins d'aide et un peu moins de prélèvements, voilà, philosophiquement.
Après, je pense qu'il y a toute une série de domaines, et pour reprendre ce que je disais à M. Jadot, le sénateur Jadot, sur l'énergie, je pense qu'il y a des domaines dans lesquels des politiques de planification à moyen terme sont utiles. Et donc, le problème, c'est que quelquequefois aussi, on veut évaluer, tous ces sujets, c'est des sujets du temps long. Et que nous, on veut quelquefois aussi évaluer au bout de 2 ans, alors que malheureusement, il y a des choses qui mettent 10 ans à se faire. C'est pas forcément une bonne réponse que je vous donne, mais c'est la réalité que j'ai vécue dans l'industrie. Quand on lance un projet de recherche dans une entreprise industrielle, on va voir les résultats 10 ans après. Donc, un de nos problèmes d'évaluation des politiques publiques, c'est que souvent, on a pris une mesure politique, législative ou réglementaire, et 1 an après, on va regarder si ça a marché. Non, ça ne peut pas marcher au bout d'1 an. Donc, il faut donner le temps long. Après, si vous voulez, moi, je pense quand même que les politiques qui ont été mises en place il y a une dizaine d'années liées à de réindustrialisation ont porté leurs fruits. Donc on a sorti une étude très récemment à la Fabrique de l'Industrie sur l'emploi industriel qui ont montré que ça marchait, contrairement à ce que j'ai entendu ici ou là. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que le constat qui a été fait il y a une quinzaine d'années, c'est qu'on avait un retard dans la France par rapport à l'Europe. Je pense qu'on s'est remis à peu près au niveau de l'Europe, pas tout à fait, mais sur beaucoup de sujets, et que ça a commencé à porter le feu. Et puis il y a eu une deuxième vague qui a été liée, malheureusement, à un choc très violent qui était le choc lié à l'Ukraine, de la crise énergétique. Et là, c'est le problème de l'Europe par rapport au reste du monde. Et dans cette deuxième vague, qui se traduit par un arrêt un peu de la réindustrialisation et de nouvelles désindustrialisations, l'Allemagne est beaucoup, beaucoup plus touchée que nous. Mais on est quand même un peu touché par cette deuxième vague qui vient quelque part amoindrir les premiers résultats qu'on voyait des politiques qui ont été lancées il y a une dizaine d'années. Donc je pense quand même que les politiques qui ont été menées il y a une dizaine d'années ont porté un peu plus de fruits que ce que j'ai entendu d'un certain nombre d'entre vous. Très bien. Alors, on continue avec Anne-Catherine Noisier. Anne-Catherine. Merci, Madame la Présidente. Monsieur le Président, merci de vos éclairages pour nos réflexions. C'est vrai que ce qui est préoccupant, c'est qu'on est aujourd'hui dans une espèce de spirale infernale où la dette croît plus vite que les richesses de la France et que la soutenabilité de tout cela est effectivement en compte et que les perspectives de croissance à moins d'1% avec des taux d'intérêt à plus de 3,5 ne vont pas dans le bon sens. Alors, moi, je voudrais savoir ce que vous pensez. Je m'excuse, je suis arrivée un peu en retard, peut-être que vous l'avez évoqué, mais des débats sur les holdings et sur le pacte du Treuil. Est-ce que comment analysez-vous la situation actuelle? Est-ce qu'à votre sens, il serait effectivement nécessaire de recibler ces dispositifs en faveur des PME, notamment par rapport aux critères d'incorporation d'actifs personnels? Est-ce qu'il ne serait pas aussi opportun d'en faire davantage des leviers d'investissement et de conditionner ces dispositifs un peu dans l'esprit que vous dites, moins de taxes, mais moins d'aide, mais un soutien réel à l'activité? Et puis tout à l'heure, nous avons évoqué la formation. Je voulais savoir ce que fait l'Institut des entreprises en termes de formation ou en termes d'accompagnement de nos jeunes pour stimuler effectivement l'esprit d'entreprise qui semble un peu défaillant aujourd'hui, y compris dans l'enseignement supérieur. Daniel Salmon. Daniel. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Président, je suis allé voir un peu dans votre revue de l'entreprise sociétale. J'y ai trouvé de nombreux écrits qui vont, pour un certain nombre, dans le même sens, dans un espèce de climato-scepticisme qui s'appelle plutôt climato-relativisme, mais qui déroule les mêmes choses. Il y a des propos de M. Jean-Marc Daniel, de Robert Pitt ou de Bruno Durieux qui nient en gros tout effet du réchauffement climatique et qui disent qu'il n'y a pas d'éléments catastrophiques et que ce sont les écologistes qui font peur, mais qu'en réalité il ne se passe rien. On dit à peu près la même chose sur l'épuisement des ressources naturelles. Donc voilà, moi je voulais savoir quel était votre positionnement à ce niveau-là, savoir si ce qu'on entend
la recherche, l'innovation technologique vont nous permettre de nous sortir de ce mauvais passage ou de ce mauvais chemin. Voilà. Est-ce que vous pensez que sobriété et efficacité ne sont plus à l'ordre du jour? Parce que c'est un peu ce que je retrouve dans ces écrits-là. Merci beaucoup. Merci Daniel. Et puis Viviane Artigalas. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Président, vous avez dit dans vos propos que vous n'aviez pas un discours politique, mais je trouve que vous relayez, que vous avez un discours politique puisque vous relayez certains discours. Je prendrai un seul exemple. Voilà. Non, juste, mais c'est votre droit aussi de le faire. Mais par exemple, sur le poids de la dette, en le mettant sur les dépenses sociales, mais en éludant le problème des recettes. Alors, je ne vais pas vous parler de la taxe humaine, je vais plutôt vous parler du manque de recettes depuis 2017 ou depuis 2018 ou 2019, en prenant deux exemples. La taxe d'habitation, la suppression de la taxe d'habitation, 23 milliards par an de recettes en moins pour l'État. Et les problèmes de manque de visibilité sur la stratégie de construction, particulièrement de logement, qui fait que la TVA rentre bien moins, on l'a vu, en 2024. Ceci dit, j'ai donc deux questions. L'Institut est financé et constitué essentiellement de grandes entreprises, ce qui pose la question de l'orientation de vos réflexions. Comment voyez-vous l'équilibre entre action promotionnelle et réflexion critique? Et dans un contexte où l'on demande aux entreprises de répondre à des attentes sociétales, comment articulez-vous deux dimensions parfois divergentes que sont la performance économique et la responsabilité sociale? Je vous remercie. Monsieur le Président, de nouvelles questions variées. Alors, sur les sujets du Dutreil, moi, si vous voulez, je ne suis pas un spécialiste, je n'ai pas géré une entreprise familiale, je ne suis pas héritier, donc je ne suis pas un spécialiste de ces sujets. Ce que je constate, et ce qui me paraissait important, c'est que quand ça a été mis en place, on avait un décalage important entre notamment la France et l'Allemagne. La France se caractérise par beaucoup de très grandes entreprises qui réussissent bien. Enfin, je m'enorgueillis que Saint-Gobain en ait fait partie. Et par contre, un tissu pas de PME, mais de ce qu'on appelle les ETI, qui font ce qu'on a appelé le Mittelstand allemand. On a fait beaucoup d'études à la Fabrique de l'Industrie là-dessus, qui était beaucoup, beaucoup plus dense qu'en France. Et une des raisons importantes, c'était la transmission. C'est que beaucoup de chefs d'entreprise ne passaient pas à la génération suivante pour des tas de raisons. Il n'y a pas que les impôts, mais les impôts en sont une. Et les Allemands réussissaient beaucoup mieux sur ce sujet-là. Alors, c'est vrai que sur le plan fiscal, ils ont des trusts, ils ont toute une série de choses, en dissociant quelquefois d'ailleurs le management et la propriété. Les études récentes montrent quand même que il y a beaucoup de PME qui sont devenues des ETI. On a comblé une partie de l'écart. Moi, j'ai tendance à lier les deux. Et donc, du Dutreil, j'y toucherai pas trop. Voilà. Alors après, est-ce que sur un sujet petit précis, il y a eu des abus sur Peut-être, je ne suis pas un spécialiste. Mais globalement, je pense que c'est plutôt... L'idée de favoriser la transmission des entreprises me paraît important. Voilà. Ce que je dirais là-dessus. La formation d'IDEP, excusez-moi, j'en ai parlé dans mon propos liminaire. Oui, nous avons dans nos activités, je le redis, donc pour vous, nous avons une de nos activités où on essaye alors c'est pas pour les jeunes, non, c'est pour plutôt les talents, j'allais dire, dans l'entreprise et dans les mondes qui ne sont pas ceux de l'entreprise. On les met ensemble, on a copié un peu les HEDN et on essaye de mettre des représentants de différents mondes ensemble pour les former. On n'a pas les moyens de faire... On est tout petit, hein. On n'a pas les moyens de faire beaucoup de choses dans la formation générale. On a fait un certain nombre de tests pour essayer de voir comment améliorer la gouvernance des lycées professionnels. On a travaillé sur un certain nombre de sujets-là. Sur l'apprentissage, on avait beaucoup milité pour la réforme de l'apprentissage. C'était mon prédécesseur Antoine Frérot qui avait beaucoup milité dans ce sens-là. Mais voilà, on n'est pas non plus. Alors sur sociétal, d'abord, je n'ai pas en tête les articles que vous voyez, c'est probablement des numéros anciens. Parce que moi, premièrement. Deuxièmement, sociétal, c'est pas la voix de l'Institut d'entreprise. C'est une revue, mais dans laquelle on donne la parole à des gens, mais c'est pas notre point de vue. Troisièmement, je pense que Yannick Jadot
pourra en témoigner. Ce n'est pas du tout ma philosophie. Moi, je me suis engagé assez tôt sur les sujets du climat. J'avais écrit un livre en 2010. J'avais participé activement à la préparation de la COP21. Je suis un convaincu je suis un convaincu de la cause climatique. Simplement, je pense aussi, j'aime bien le mot de sobriété, mais je ne suis pas un apôtre de la décroissance. Voilà. Et je pense que le sujet principal, c'est d'arriver à décorréler trois choses. Décorréler la croissance de la consommation d'énergie. C'est pas très facile, mais on peut progresser un peu. Et puis décorréler beaucoup, et ça, on peut y arriver massivement, et la France est très en avance par rapport à d'autres pays, grâce au nucléaire, décorréler la production d'énergie, la consommation d'énergie des émissions de CO2. Voilà. Mais moi, je pense que, si vous voulez, la lutte contre le changement climatique est non seulement un impératif, mais en plus, d'un point de vue économique, ne rien faire va coûter beaucoup plus cher. Donc c'est aussi un investissement qui n'a pas forcément, on n'aura pas forcément tous les à un moment, c'est un tout petit peu peut-être. Enfin, moi, dans Saint-Gobain, c'était le cas. Donc j'étais un grand apôtre de la croissance verte. Est-ce que la croissance verte va réussir à remplacer des tas de sujets? Je ne suis pas sûr au point de vue macro, mais si on ne fait pas, ce sera bien pire. Donc non, je ne suis pas du tout, j'en ai discuté je ne suis pas du tout d'accord avec Bruno Durieux, par exemple, que je connais bien. J'en ai parlé quand il avait sorti un livre là-dessus. J'étais en désaccord à peu près sur tout avec lui. Donc non, je suis... Mais voilà, mais j'ai pas lu ce numéro. C'est un numéro assez ancien probablement, parce qu'en tout cas, il a été fait il y a plus de 2 ans et demi. C'est pas moi qui l'ai... D'accord, mais je suis simplement allé sur le site et je suis tombé là-dessus. Ça doit être un vieux numéro. Et encore une fois, ça n'engage pas. C'est une revue, donc on donne la parole là. Autant on sort ce que je vous ai dit sur le travail. Là, c'est un document que j'ai envoyé à Madame la Présidente, sur lequel c'est l'Institut. Autant la revue, c'est un petit peu différent. Alors après, les recettes. Oui. Alors, je vous avouerai que je pense qu'on a beaucoup plus un sujet de dépenses qu'un sujet de recettes. Toutes les comparaisons qu'on fait avec les autres pays, on est de très loin. Enfin, je crois qu'on est le 2e en prélèvement obligatoire de l'Europe. On a, à part la TVA, sur tous les autres impôts, on est au-dessus. Bon. Ceci dit, personnellement, je trouve que supprimer la taxe d'habitation a été une erreur. Bien sûr. Bon. Et moi, je suis assez sensible parce que évidemment, l'activité construction est une activité importante pour Saint-Gobain, mais je vois un lien entre la baisse de la construction et la suppression de la taxe d'habitation. Je crois que personne ne réclamait la suppression de la taxe d'habitation. Donc, je pense que ça a été une erreur et qu'on le paye un peu parce que les élus locaux, s'il n'y a pas ils ne sont pas tellement populaires avec les maires, avec leurs habitants actuels, mais s'il y a des perspectives de taxes supplémentaires, ça balance. C'est peut-être un peu simple ce que je dis, mais je crois pas mal à ça. Et d'ailleurs, moi je trouve que c'est un sujet sur lequel je trouve le Sénat devrait travailler. Vous le faites peut-être déjà, mais il y en a qui sont pour ne pas le faire. Mais si on veut toucher aux impôts de production, je pense qu'il y a un vrai sujet. Il ne faudrait pas qu'on fasse la même erreur avec les impôts de production si on les supprime que ce qu'on a fait avec la taxe d'habitation. Parce que les impôts de production, c'est des impôts qui sont locaux. Et donc il faut trouver des mécanismes pour inciter les collectivités locales à attirer de l'activité. Et alors, il y a des pays qui le font. Les États-Unis, ils modulent. Il y a une partie de l'impôt sur les sociétés qui est fixée localement. Mais je pense que ce sera très important de garder un lien entre le territoire et parce que sinon, on va avoir le même genre d'effet pervers avec la taxe d'habitation et avec les impôts de production. Monsieur Gay, je suis un farouche partisan de la baisse des impôts de production, qui sont des impôts idiots sur le plan qu'on paye avant d'avoir gagné 1 centime. Mais par contre, il faut bien réfléchir à trouver une assiette fiscale qui soit proche. Excusez-moi, je dis des choses alors que vous connaissez ça beaucoup mieux que moi dans cette instance, mais ça me paraît un point important que les collectivités locales soient incitées à avoir de l'activité. Il y a trop d'effets inverses. Le not in my backyard est quand même quelque chose sur lequel les populations ne vont pas pousser. Les gens sont très contents d'avoir des usines, mais si c'est dans la ville d'à côté, c'est pas dans la sienne. Pour les logements. Et pour les logements, c'était la même chose. Alors, est-ce que j'ai oublié des questions ? Ah oui, alors l'Institut d'entreprise n'est pas véritablement
c'est pas une organisation professionnelle, si vous voulez. On n'a pas un rôle de défendre une profession. On se veut un cercle de réflexion. Bon. Donc, de ce point de vue-là, mais je ne sais pas si j'ai bien compris votre question. Donc, quand vous dites action promotionnelle, oui, bon, on cherche à promouvoir la cause de l'entreprise. Mais comment vous articulez la question qui est oui. entre responsabilité... Alors, voilà, je vous ai dit qu'on promouvait une vision progressiste et humaniste d'entreprise. On a beaucoup travaillé il y a quelques années sur la responsabilité sociale d'entreprise. Oui, ça me paraît des sujets majeurs, ça. Là, je vous ai dit que j'étais très en phase avec ce qui a été fait au moment de la loi Pacte. Moi, effectivement, l'entreprise, et d'ailleurs, si on veut que les baromètres le montrent, et même si je ne sais pas expliquer le désamour politique, les baromètres le montrent. L'entreprise sera d'autant mieux acceptée qu'elle assumera correctement sa responsabilité sociale, sociétale, et je rajoute, parce que souvent, c'est très important, territorial, qui est un des sujets pour les grandes entreprises, c'est d'oublier le territoire. De ce point de vue-là, les PME ou les ETI, elles sont plus ancrées. Et c'est important pour les grandes entreprises de garder leurs ancrages territoriaux. Alors, il nous reste 3 dernières questions, Monsieur le Président. Après, on va vous libérer avec Annick Jacquemet. Merci, Présidente. Merci, Monsieur le Président, pour votre propos. Un rapport sénatorial portant sur la sobriété normative pour la compétitivité des entreprises relevait que le coût macroéconomique de la réglementation pesant sur les entreprises n'est pas connu avec certitude, variant du simple au double, mais qu'un consensus existe autour de 60 milliards d'euros. Quels vous semblent être les principaux leviers de simplification pour les entreprises et comment parvenir à une simplification véritablement efficace et pragmatique? Merci. Merci Annick. On termine. Martine Berthet. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Président, vous nous disiez il y a un instant que les emplois industriels ont augmenté, qu'il y a eu relance de certaines filières. Jusqu'à l'année dernière, oui. Et on ne peut que s'en féliciter. Moi, ce que je vois sur le terrain et dans mon département en particulier, mais je ne pense pas que, c'est que nos industries de base, la chimie, la métallurgie, sont en grande souffrance. Certains arrêtent leur production car ils fabriquent à perte par rapport à leurs concurrents hors Union européenne. Le coût de l'énergie, entre autres, est responsable de leur manque de compétitivité. Il y a ce manque de visibilité à moyen et long terme qui fait qu'ils arrêtent la mise en œuvre de leur décarbonation. Et puis surtout, derrière, il y a les emplois et notre souveraineté qui sont en jeu. Quelles préconisations avez-vous pour les soutenir? Merci. Et dernière question, Christian Redon-Sarrazy. Oui, merci Madame la Présidente, merci Monsieur le Président. Désolé, je suis arrivé en retard, j'étais en commission des finances où je présentais mon rapport sur le volet industrie de la mission économie, mais je sais que vous avez cité le théorème de Schmitt. Or, j'ai l'impression que nous sommes de plus en plus dans une économie de rente, un capitalisme financier qui est dans une logique patrimoniale. Ce capitalisme, il est tourné vers le versement de dividendes et ne vise pas suffisamment l'emploi et les salaires, et pas suffisamment non plus un aménagement équilibré du territoire. On venait d'en dire 2 mots tout à l'heure. Les inégalités se creusent, le bien-être collectif se dégrade. Est-ce ce capitalisme-là que vous défendez ou une approche un peu différente qui intègre aussi les attentes de nombreux citoyens et de la majorité des élus dans les territoires? Et une seconde question un peu plus sectorielle, au sujet de la décarbonation de l'industrie. Pensez-vous que les mesures proposées au budget sont suffisantes pour assurer la compétitivité de l'industrie, en particulier celle de nos industries qui sont largement exposées à la concurrence internationale, par exemple la concurrence chinoise sur l'acier, donc, qui est un secteur où les enjeux de décarbonation sont majeurs? Voilà, Monsieur le Président. Pour terminer alors, la sobriété normative. Il y a effectivement beaucoup d'études qui ne donnent pas exactement les mêmes chiffres, mais globalement, on a une inflation normative en France qui est nettement supérieure à la moyenne européenne, et l'Europe est très très en tête par rapport à tout le reste du monde. Donc on a un gros sujet. Premier point, l'Europe. Je pense que l'Europe, sur beaucoup de sujets, a été pris d'une frénésie normative dans les 10 dernières années. Je suis un peu sceptique personnellement sur ce qu'on a vu. Le rapport Draghi a montré tout ça. Les directives omnibus, j'ai l'impression qu'on a pris conscience de la nécessité de simplifier. Je n'ai pas encore vu beaucoup de simplification. Donc on a un premier sujet qui est l'Europe. Hein, et Bruxelles s'est un peu emballé sur pas mal de choses. Le deuxième sujet, c'est que sur l'Europe, la France
surtransposent par rapport aux autres pays. Ça, oui. Donc ça, c'est vous, enfin, ou vos collègues de l'Assemblée nationale. Donc on surtranspose. Ou on se dépêche de transposer avant les autres sur un certain nombre de sujets. Donc, et après, on dit c'est de la faute de l'Europe. Bon, donc je pense que là, il y a un deuxième sujet. Bon, et puis après, le troisième point, je vais être un peu provocant, mais je pense que vous travaillez trop. Inflation normative. Vous travaillez trop et je vais vous dire une chose aussi. Je pense que j'ai commencé ma carrière professionnelle, j'étais fonctionnaire. Bon, je peux rester très longtemps dans l'administration, mais ce qu'on nous apprenait, j'ai fait l'école nationale d'administration, à l'ENA, on nous apprenait à produire des textes. Et je pense que dans l'ADN des hauts fonctionnaires, leur KPI, enfin la manière dont ils sentent qu'ils vont être jugés, c'est de produire des textes. Au lieu de regarder la satisfaction de l'usager, de regarder si les gens sont contents. Et donc je pense qu'on a des problèmes culturels très forts en France. Donc il y a les parlementaires, il y a l'État, la machine réglementaire de l'État. Et dès qu'on a un sujet, on dit il faut un texte. Donc je pense qu'on a un vrai problème. Alors après, comment on fait pour changer ça mais je pense qu'il faut que tout le monde travaille moins dans la sphère publique. Voilà. Deuxième sujet. Alors, oui, j'ai dit qu'effectivement, l'emploi industriel, les créations ont été un peu supérieures aux destructions jusqu'à 2024. Bon. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu de destruction dans un certain nombre de secteurs. Et je vous ai dit tout à l'heure que nous, on avait une politique qui, à mon avis, apportait des fruits, mais on est emporté un peu par une deuxième vague qui touche d'ailleurs beaucoup plus l'Allemagne. Et cette deuxième vague, elle est liée à l'envolée des coûts de l'énergie, liée enfin, je ne sais pas liée uniquement, mais concomitant avec l'invasion de l'Ukraine par la Russie et l'arrêt des approvisionnements en gaz russe. Bon. Donc, malheureusement, je pense qu'il y a toute une série d'industries européennes qui sont très menacées. C'est celles qui consomment énormément d'énergie et qui sont exposées à une concurrence lointaine. Saint-Gobain est très intensif en énergie, mais les produits de Saint-Gobain, ils ne voyagent pas très loin. Donc ce n'est pas la même problématique. Sur l'acier, sur la chimie, ça voyage partout dans le monde. Et donc on a des gros sujets. Moi, si vous voulez, je n'ai pas de remède miracle, mais quand même, sur ce sujet-là, je trouve que la France, à l'intérieur de l'Europe, a des atouts considérables et qu'on ne les utilise pas assez. Bon. Quels sont nos atouts considérables? C'est qu'on est le pays d'Europe qui est le plus décarboné et qu'on a une production d'électricité abondante, puisqu'on avait peur d'en manquer. Maintenant, EDF a peur qu'il y en ait trop. Une production d'électricité abondante et une production qui est bon marché par rapport aux autres. Et même, à mon avis, qui n'est pas si mal que ça par rapport aux États-Unis. Le sujet, et là vous me mettez sur un de mes dadas, mais je considère que depuis 30 ans, la France a fait le choix de faire privilégier les ménages par rapport aux industriels de notre avantage en termes de coût de l'électricité nucléaire. Bon. Et alors aujourd'hui, EDF répond c'est faux. Mais c'est vrai. Et pourquoi il dit c'est faux? C'est que les industriels européens, français, depuis pas longtemps, mais ils payent moins cher que les autres en Europe. Mais les ménages allemands, ils payent plus de 2 fois plus que les Français. Donc moi, ce que je pense, si vous voulez, c'est tout le débat qu'il y a eu sur les électro-intensifs. Je pense que c'est en train de s'arranger un peu, mais je trouve que ça doit... Pas encore complètement, pas encore complètement. Et on a la fin de l'arène à la fin de l'année, et on a toujours beaucoup d'entreprises qui ne savent pas très bien comment elles vont être mangées. Alors il se trouve que les prix de gros ont baissé, donc le sujet est peut-être à moins d'accueil, mais c'est pas sain. Et je pense que la manière dont EDF avait démarré la structuration de ses offres vis-à-vis des grands industriels ne me paraissait pas empreinte de cette philosophie que la France... Et pour moi, il n'y a pas de sujet plus important de politique industrielle aujourd'hui dans notre pays que de bénéficier. On a parlé beaucoup de problèmes, mais on a un atout majeur qui est notre électricité, qui est décarbonée, et qui est abondante, et qui est, alors, historiquement pas chère. Alors après, EDF dit qu'il faudra financer la suite. Mais moi, je ne vois pas pourquoi la France ne
il y aura des discussions avec Bruxelles, mais on ne les a même pas. Hein. La France ne chercherait pas à faire bénéficier son industrie un peu plus de cet avantage important. Voilà, donc moi, c'est ça ma préconisation. Et je pense qu'il n'y a pas de sujet... Alors, parce que l'énergie, c'est quand même très, très, très important. Voilà, je viens d'un secteur où on est très énergie... Mais si vous voulez, ça ruisselle. Toutes les industries utilisent de l'énergie de façon significative. Et là, on a un vrai atout. Voilà. Hein. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire que du nucléaire. Hein. Je suis pas du tout anti-ENR, mais en termes de prix de revient en base, parce que le nucléaire, c'est de la base. Et les industriels, ils ont besoin de la base. Ils n'ont pas besoin de pointe. Et c'est pilotable. Hein. Donc, et je pense qu'on devrait affecter une partie de notre parc nucléaire historique aux industries électro-intensives françaises. Voilà, et je pense qu'on serait capable d'avoir on arriverait presque au coût américain. Alors, est-ce que j'ai répondu? Ça, c'est la deuxième question. La troisième question, c'était sur le budget. Oui, les inégalités. Bon, moi, je ne suis pas un spécialiste des inégalités, mais les inégalités de revenus en France, elles n'ont pas monté. Elles ont monté dans beaucoup de pays. On est un des seuls pays où le coefficient, d'ailleurs, un des pays où le coefficient de Gini après redistribution est bah oui, c'est la réalité. Non, mais attendez, si on oui, mais on peut réduire un peu la redistribution, c'est ce que dit la pompe aspirante refoulante, et puis corriger après si ça augmente les inégalités. Mais il faut pas prendre pour argument qu'il y a la redistribution pour non. Aujourd'hui, après redistribution, oui, la France est je crois le seul pays dans lequel il n'y a pas eu de modification significative du coefficient de Gini. C'est vrai que les inégalités s'accroissent partout dans le monde, mais la France fait exception. Et c'est le pays dans lequel on en parle le plus. Mais ça, c'est dans notre devise, hein, donc on est comme ça. Christian, il y avait à la décarbonation. Alors, attendez, excusez-moi, j'ai pas bien noté la question. Ce qui est prévu dans le budget, moi je pense, si vous voulez, que le prix de l'électricité, c'est beaucoup plus important. J'ai en partie répondu à... Après, je pense que... pourquoi je dis ça? C'est que si vous voulez... Toutes les études parlent des investissements dans la décarbonation. Mais moi, je prends l'expérience que j'ai eue chez Saint-Gobain. Les investissements, on les fait. Alors, on les fait pas. Il faut qu'il y ait, mais on les fait s'il y a un payback, s'il y a un retour. Donc, si vous avez des aides à l'investissement, vous améliorez un peu, vous rendez le payback meilleur. Mais de toute façon, vous n'allez pas faire les investissements si vous avez un payback négatif. Et là, le sujet aujourd'hui, c'est que vous avez des paybacks négatifs. C'est pour ça qu'il y a les gros investissements, les 50 sites, tout ça, ça se fait pas. C'est parce que les paybacks sont négatifs. Si vous voulez, pour l'essentiel aujourd'hui, dans l'industrie, je simplifie, mais pour l'essentiel, c'est passer du gaz à l'électricité. La décarbonation dans les gros industriels, hein, puisqu'on n'a pratiquement plus de charbon, donc c'est passer du gaz à l'électricité. Passer du gaz à l'électricité, si vous voulez un payback qui ne soit pas négatif, il faut qu'une fois que vous êtes à l'électricité, ça ne vous coûte pas plus cher que quand vous étiez au gaz. Vous pouvez accepter d'avoir un payback, de faire un investissement qui va vous coûter en disant que vous allez l'amortir sur longtemps. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous croyez que d'être positionné de façon décarbonée sur l'avenir, c'est une bonne chose. Bon. Mais vous n'allez pas le faire si vous avez si ça vous coûte plus cher en fonctionnement. D'où l'important. Et donc, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Le prix du gaz plus le prix du CO2, ça fait moins que ce que EDF propose. C'est pour ça que je pense que EDF devrait proposer moins. En gros, on est à 30 plus 20. Donc il faut les très intensifs, il faudrait être à 50 quand EDF parle de 65. Voilà, pour vous donner. Alors ces chiffres, ils bougent souvent. Hein. Une des solutions, Yannick Jadot sera d'accord avec moi, c'est que progressivement on augmente le prix du CO2, à condition d'avoir un bon mécanisme aux frontières aussi. Mais le prix du gaz, il va rester relativement bas. Et donc je pense que la décarbonation, c'est pas seulement des investissements, c'est d'avoir un prix de l'électricité bas.
Eh bien, merci beaucoup, Monsieur le Président de l'Institut de l'entreprise. Vous avez en tout cas suscité des débats et qui, je pense, ne sont pas terminés. On vous remercie et on espère que vous continuerez à faire frotter un petit peu les cervelles des uns et des autres pour avancer sur des sujets ô combien importants. Merci et bonne journée à vous. Voilà.